Alors, on va évoquer une question qui est quand même assez cruciale, fondamentale. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle crise financière? Je me présente, pardon, je suis Olivier Galzi, journaliste sur la chaîne CNews du groupe Canal+. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle crise financière? Il y a un rapport du FMI qui a été publié il n'y a pas longtemps, c'était ce mercredi, à la veille du G20, et qui nous dit que oui, on peut s'inquiéter. Il y a 3 pôles d'inquiétude, principalement le relèvement des taux d'intérêt qui serait brutal, la politique protectionniste du président américain et le relâchement sur les réglementations bancaires. Alors en résumé, on a un gros nuage sur la croissance mondiale, il s'appelle Donald Trump. Ce n'est pas le résumé du FMI, évidemment, il ne fait jamais des résumés en ces termes, ça c'est un résumé de journaliste. C'est vrai qu'on a des niveaux de dette publique et privée qui sont historiquement élevés et qui font dire au Fonds monétaire international que tous les ingrédients d'une crise financière brutale, là ce sont les termes de Christine Lagarde, eh bien, sont là. Comment est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut l'éviter d'abord? C'est exactement les questions que l'on va poser à nos participants. Vous l'avez vu, un panel de très haute qualité pour ce débat. Thomas Buberl, le CEO d'AXA, vous avez le droit de les applaudir. John Cunliffe, le vice-président de la Banque d'Angleterre pour les questions de stabilité financière, qui est aussi membre du groupe du G20 pour la stabilité financière. Yves Perrier, le patron d'Amundi. Et Catherine Luboszinski pour la coordination de ce débat pour le Cercle des économistes. Et j'ajoute, c'est une nouveauté cette année, c'est un étudiant de Sciences Po Ex qui posera la première question. Il s'appelle Cédric Strangellini. Alors, 5 minutes d'introduction chacun pour répondre à la question posée en titre et ensuite on développera, voilà, est-ce qu'une crise financière, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle crise financière? Je vais commencer avec vous, Monsieur Perrier. Non, c'est Catherine. Catherine d'abord, pardon. Bon, 2 minutes seulement. Le 7 août 2007, Henry Paulson, l'ancien secrétaire au Trésor américain, annonçait dans un discours à Pékin qu'il y avait des problèmes perceptibles sur le marché immobilier et les prêts subprimes, mais qu'ils étaient en grande partie maîtrisés. Donc, question, y a-t-il aujourd'hui des problèmes perceptibles? Alors, les progrès accomplis depuis la crise en termes de régulation, ils sont indéniables, on les connaît tous, plus de fonds propres pour les banques, des ratios de liquidité, une régulation, une supervision renforcée pour les établissements systémiques, des plans de rétablissement et de résolution, afin d'éviter en principe le recours aux contribuables, et une moindre interconnexion entre les banques. Les prêts interbancaires ont baissé d'à peu près des 2/3 et les dérivés OTC sont passés en compensation centralisée. Alors à première vue, de quoi être rassuré. Cependant, les crises reviennent toujours, pour paraphraser le titre d'un livre de Krugman. Des statistiques sommaires, certes, mais montrent que l'industrie financière connaît une crise tous les 7-8 ans. Et comme le souligne Goodhart, ces crises se produisent quand tout semble aller bien. Alors, juste un rappel quand même, l'objectif des régulateurs, c'est pas un objectif utopique, c'est pas supprimer toutes les crises, c'est simplement d'en limiter la fréquence et l'ampleur, voire limiter les phénomènes de contagion. Alors donc une nouvelle crise financière est donc probable. 2 questions. Quand? Bon là, moi je ne suis qu'une économiste, je ne réponds pas à ces questions-là, mais surtout, quels sont les facteurs de risque? Premier point, il y a un processus de concentration des acteurs de la sphère financière. Il y a une sorte de course au gigantisme qui semble faire perdurer le concept de too big to fail et qui potentiellement accroît l'instabilité du système financier. Deuxième point, les interdépendances entre les différentes catégories d'acteurs de cette sphère financière ne semblent pas toujours bien prises en compte. Alors, la réglementation a effectivement diminué le too interconnected to fail des banques, mais il y a des interconnexions accrues entre les différents groupes d'acteurs, entre les banques et les assureurs, entre les gérants d'actifs et les banques d'investissement, et en contrepartie de la diminution de l'interconnexion entre les banques, on voit une concentration des risques dans les organismes de compensation qui, à leur tour, sont devenus des établissements systémiques. Donc, on a finalement une réallocation des interconnexions, plus qu'une diminution des interconnexions de la sphère financière, et les canaux de propagation et d'amplification ne semblent pas avoir disparu. Alors, 3e point d'inquiétude, la fragmentation de la réglementation entre banques et non-banques, ce qu'on peut appeler le shadow banking, elle subsiste, et surtout, en ce moment, une fragmentation entre zones géographiques avec une coopération transatlantique qui s'affaiblit, et on voit bien, on a du mal à finaliser les accords de Bâle III.
Quatrième point, dans une optique plus court terme, on a eu une décennie de taux d'intérêt quasiment nul qui a conduit sans doute à une prise de risque excessive par certains acteurs, par une survalorisation de certains marchés boursiers, voire du marché immobilier. Or, la grande majorité des crises bancaires sont des crises immobilières. Donc on peut s'inquiéter, mais paradoxalement, on peut aussi s'inquiéter d'une remontée des taux d'intérêt et de la fin de l'assouplissement quantitatif du crédit, en particulier quant à l'impact sur les dettes publiques. En Europe, certains pays n'ont pas résolu leurs problèmes. Pour conclure, quelques éléments de stress supplémentaires. On a encore quelques créances douteuses, sans doute en trop grande quantité dans certaines banques en Europe, voire en Chine. La dette des entreprises non financières atteint dans certains pays des niveaux peut-être alarmants. Et surtout, on doit faire face à de nouveaux risques opérationnels, tels que les cyberattaques qui ont été pas mal commentées ces derniers temps et qui peuvent poser de gros problèmes. Je m'arrêterai là, j'ai dépassé mes 2 minutes. Merci, Catherine. Faut-il s'attendre à une nouvelle crise financière, Yves Perrier? 2 remarques liminaires. La première, c'est que parler des crises, les anticiper, c'est déjà les prévenir. Deuxième remarque, sous le terme de crise financière, le débat en fait sous-jacent, c'est une crise systémique, parce que des crises de marché, il y a 30 ans que je suis dans l'industrie financière, il y en a en permanence, elles sont inhérentes au système et ce n'est pas un problème. Donc en fait, la question c'est, peut-on avoir une crise financière systémique du même ordre que celle que nous avons connue en 2007-2008 ? Pour répondre, il faut revenir au diagnostic de cette crise. Pourquoi cette crise ? Fondamentalement pour moi, c'est une crise qui s'est produite dans ces termes pour 3 raisons. Une cause structurelle, l'endettement. La croissance depuis le début des années 80 a été tirée par l'endettement. Un chiffre, au début des années 80, l'endettement public et privé des pays de l'OCDE représentait un peu plus de 100% du PIB. En 2007, il représentait 200% du PIB. Deuxième raison, c'est la perte de la maîtrise du système par l'ensemble des acteurs et des régulateurs. La crise a d'abord été une crise de liquidité. Les banques géraient très mal la liquidité jusqu'en 2007. Perte de maîtrise aussi par la complexification, les fameux produits de titrisation complexes, et aussi par des méthodes comptables procycliques et très critiquables. C'était la généralisation du mark-to-market puis du mark-to-model dans les instruments financiers. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Concernant la dette, elle a continué à croître. La dette sur le même échantillon est de l'ordre de 230%. Elle a continué à croître depuis la crise. La dette en Chine est de 260% du PIB. Donc de ce côté-là, rien de positif. Ce qui a changé, c'est les régulateurs et les banques centrales. Les banques centrales, par leur politique de taux d'intérêt très bas, on peut même dire que nous vivons dans un monde de taux d'intérêt administrés au niveau mondial, ont permis de réduire le coût de la dette et donc donner du temps pour retrouver une issue. Et deuxièmement, je pense que la régulation du système bancaire fait de ce sous-ensemble du système financier un ensemble plus protégé. En revanche, n'a pas changé également le problème des méthodes comptables. Je dirais que même errare humanum est persevere diabolicum est, puisqu'en étant le mark-to-market au monde de l'assurance via la norme IAS 17. Et il y a un nouveau phénomène qui s'est passé, c'est un transfert accru, de plus en plus élevé, de risques vers le marché. Quand on dit vers le marché, c'est vers les investisseurs. Et au fond, c'est vers les particuliers, parce que derrière tout investisseur institutionnel, il y a un particulier. Donc je pense que le terrain de jeu de risque de crise s'est déplacé. Alors on peut dire... certains le disent, mais puisque c'est le marché, ce n'est pas un problème. Personnellement, je ne pense pas, parce que je pense que l'ensemble est interconnecté. Donc, qu'est-ce qui peut prévenir la crise ? Le premier point qui peut prévenir la crise, j'en connais un seul, de structurel, c'est la croissance.
On ne résorbe pas un excès de dette tel qu'on l'a aujourd'hui par de seules mesures, j'allais dire, d'austérité. Il y a un exemple qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où les banques centrales avaient des bilans très élevés. Ces bilans n'ont pas été réduits en nominal, ils ont été réduits en pourcentage du PIB. Donc, première solution, la croissance, et la deuxième, c'est retrouver un peu d'inflation. C'est la seule façon structurelle. Il faudra que les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt très bas. Ça crée d'autres risques dont on pourra débattre, mais je ne vois pas d'alternative dans le contexte actuel à cette solution. Et enfin, dernier point pour cette introduction, je dirais qu'il faudra s'habituer au temps long. Il faudra énormément de temps pour retrouver le chemin d'une croissance durable et donc pour résorber cet excès de dette. Merci. John Cunliffe. Thank you very much. I should say the job of being Deputy Governor for Financial Stability is a bit different to monetary policy. In monetary policy, you think about the most probable outcome, the central expectation. In financial stability, you don't think about what is likely to happen, you think about what could happen. So we will probably, to paraphrase, forecast the next 10 of the next 2 financial crises, but it's our job to think about what might happen and then to make the financial system resilient to it. So is another financial crisis looming, and if so, where does it come from and what could it look like? Well, first, could it look like the last financial crisis? The last crisis, like all banking crises, as was said, was caused by too much leverage in the banking system, or to put it another way, not enough capital to absorb losses when the banks took losses. In the years before the crisis, leverage more than doubled. The amount of capital, the ability to withstand losses, stayed the same. And the detonator of this explosive was the subprime assets, but actually subprime was not so large. It was only about $300 billion of losses in the end. But because banks could not absorb those losses, and because there were powerful amplifiers in the system, the lack of transparency, the lack of liquidity reserves, the way in which financial market participant banks suddenly demanded more and more collateral from each other, that $300 billion led to over $2.5 trillion of losses in the financial system. Is that likely to happen again soon? In my view, probably not. Leverage in the banking system is now much, much lower than it was. Capital is up. In the last 10 years, the largest banks have increased their capital by $1.5 trillion globally. And in the UK, the banks could take the losses they took in the last crisis and more and still lend to the economy. So I don't see that crisis coming again quickly. Of course, if we forget the lessons, if we don't implement the reforms, if we don't watch the level of leverage, then we could be back in that world. But I don't see that crisis coming from advanced economy banks again. I see, as Eva said, a lot of leverage in the world economy that makes the world economy very vulnerable to shocks. And in China, I think there is a specific problem. But perhaps we should focus for the next crisis not on solvency of banks and loss absorbency, but on liquidity in market-based finance. Market-based finance, which is investment funds, the assets of pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds, has grown very fast. In the last 10 years, it's gone globally from $50 trillion assets under management to over $75 trillion now. That's about 1 year's global GDP. And it's about the same size as the banking system. And 2/3 of that is in so-called open-ended funds, where the investor can demand to sell his investment and have the value of his investment back on a daily basis, daily liquidity. And many of these firms, as they've grown, have invested in less liquid and more risky assets. And the danger is that you get a loss of confidence in an asset class by investors. They try to take their money out. The price of their investment goes down. That causes more investors to demand their money out. And you get effectively a run on investment funds. To be very clear, this has not been a problem in the past. In the last financial crisis, the liquidity pressures on investment funds were pretty small.
But when a sector grows that fast, and when it starts to invest in less liquid, more risky assets, people like me who think about what could happen have to ask, could we get a run like that? And if it does, will it transmit to the banking system as asset prices go down? And just as in 2008, we have to ask, will there be amplifiers, things that make it worse? And when you look now at the amount of market liquidity, the market makers who would normally buy when there is redemption pressure, and you look at the way in which liquidity in the big electronic markets sometimes disappears in an instant and we get these flash crashes, you wonder whether there could be mechanisms that would amplify this liquidity shock and make it worse. Is it looming? I don't think so. It's always safe as a central banker to say yes, because it'll happen tomorrow and then you'll say, I said it wasn't looming. I don't think it's imminent, but if we don't take action now to deal with the risk, we will repeat the mistake that we made before the financial crisis. Now is the time to address that. And my third point, very quickly, is what we saw in 2008 was the financial sector generate a crisis. The crisis then passed to the real economy, and from the real economy it passed to the politics and the geopolitics. I think looking at it now, there's a danger that the flow is reversed. And we get from the politics and the geopolitics a shock that transmits to the real economy, and that shock then transmits to the financial sector. And if you think about the possible fragmentation of the global trading system, these are things which could impact economies, and when economies are impacted, the financial sector comes under stress because of loans. That, however, is for politicians rather than central bankers to sort out. Thank you. Merci. Beaucoup de questions déjà soulevées par ces deux premières interventions. On y viendra après dans le débat. Thomas Bebern. Merci. Avant de parler sur la prochaine crise financière, j'aimerais revenir encore une fois à la dernière crise financière de 2007 et de vraiment regarder quelles sont les choses qui ont été faites pour vraiment stabiliser le système financier. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, on peut vraiment mieux prévenir une nouvelle crise. Pourquoi ? La gestion des risques est certainement renforcée et on voit aussi que la supervision est renforcée. Les niveaux de capitalisation des entreprises financières sont plus élevés aujourd'hui qu'à l'époque et certainement la transparence sur les marchés financiers est meilleure qu'à l'époque. Ça me rassure que sur les activités quotidiennes, nous sommes mieux protégés qu'avant. L'assurance joue un rôle très particulier dans le système financier parce que l'assurance est certainement focalisée sur le long terme avec un profil de risque très particulier et on a connu certainement aussi une augmentation de réglementation, notamment la fameuse Solvability 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on est très dans le long terme parce que nos passifs, nos obligations sont long terme et par nature aussi les investissements. La crise que vous avez vue avec AIG, ce n'était pas dans l'assurance cœur, c'était ailleurs. Notre risque d'illiquidité qui était mentionné avant est aussi très limité parce qu'on encaisse les primes avant qu'on paye les sinistres. Et aussi, les régimes de taxation, certainement en France, évitent un certain risque d'illiquidité. C'est important, à mon avis, que l'assurance garde ce rôle et vraiment assure que notre industrie joue un rôle contracyclique et stabilisateur des marchés financiers. Et là, c'est important que vraiment la cohérence de réglementation reste comme ça. Ça veut dire dans quelques endroits, il faut même renforcer un peu la réglementation, notamment dans les sujets non financiers, y compris les questions des données personnelles. Deuxième sujet, il faut vraiment aligner les intérêts. Pour être long terme, pour être contracyclique, il faut vraiment éviter les sujets court terme qui ont été les sujets à l'époque. Et troisièmement, il faut vraiment mettre plus de réglementation sur les effets secondaires, le fameux shadow banking ou shadow assurance qui existe aujourd'hui. Je pense qu'on est bien protégé
pour le quotidien, mais il faut éviter la stagnation. Et c'est pourquoi il y a deux tendances où il faut vraiment bouger pour éviter ou puis mieux gérer une nouvelle crise. La première, c'est comment on peut vraiment reprendre aux grands défis systématiques. On ne parle pas assez de la cybercriminalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés financiers? Quel est l'effet crise de ce sujet? On ne parle pas assez sur les risques climatiques qui sont un vrai risque systématique. Et troisièmement, on ne parle pas assez sur l'effet des taux d'intérêt sur la population. Aujourd'hui, si on veut avoir la même retraite qu'il y a 10 ans, il faut 2 fois le même montant initial. Aussi, il ne faut pas oublier le financement et la stabilisation des innovations, des renforcements de l'épargne et aussi la question financement des infrastructures. Là, les services financiers peuvent jouer un grand rôle de vraiment se mettre au service de long terme, vraiment financer l'innovation et trouver une réponse aux défis sociaux et économiques. Mais ça veut dire aussi que la réglementation doit s'élever. Le deuxième grand sujet, à mon avis, c'est la question de confiance. On ne peut pas éviter une nouvelle crise, mais c'est ce qu'on peut éviter, c'est la question de crise de confiance. La crise de confiance se produit quand la capacité de réaction n'est pas là. Et on a vu en Europe, vis-à-vis des États-Unis, que l'Europe était plus lente que les États-Unis dans la résolution de la crise. On peut dire qu'on a quasiment perdu 10 ans avec le traitement de la crise et, comme on a entendu avant, ce n'est pas encore résolu. Et là, pour moi, la nouvelle axe franco-allemande joue un rôle très important de se mettre vite à la table, de comprendre vite les sujets et d'agir vite pour garder la confiance dans le système. Merci. Beaucoup de questions après ces introductions. La première va d'abord aller à notre étudiant qui est là. Allez-y. Cédric Stangalini, vous avez un micro? Bonjour et merci. Alors ma première question, c'est par rapport au sauvetage des banques, notamment lors de la dernière crise financière. L'État est venu au secours des banques et notamment avec l'argent des contribuables. Vous parliez qu'on ne pouvait pas éviter une nouvelle crise. En tout cas, on peut éviter une nouvelle crise de confiance. Et la confiance, c'est aussi celle des ménages, celle des personnes qui épargnent et des contribuables. Et justement, je voulais savoir pourquoi, lorsqu'il y a une nouvelle crise, et notamment c'est le cas en Italie, pour éviter la faillite de 2 banques, c'est l'argent des contribuables italiens qui a été utilisé avec 17 milliards d'euros pour soutenir ces banques et éviter leur faillite. Et comment s'assurer que lors de la prochaine crise, justement, ce sera l'argent des épargnants, puisque la législation européenne le permet, et non plus l'argent des contribuables. Merci. Qui veut répondre à cette question? Ça ne se bouscule pas au portillon. Yves Perrier. Un peu parce que je suis manqué. Ce qu'on peut dire d'abord sur ce qui a coûté aux contribuables la crise financière, c'était variable selon les pays, mais pour ce qui est de la France, à la fin, le contribuable n'a pas payé. Je veux dire, pour les banques françaises. Les banques françaises ont traversé la crise sans que le contribuable paye. Il y a eu des lignes de liquidité mises en place à certains moments, mais le contribuable n'a pas payé. Ça n'a pas été le cas dans d'autres pays. Ce qui a été fait au point de vue, tout l'esprit de la régulation depuis 2008, c'est de faire en sorte, en effet, qu'une banque puisse faire défaut sans qu'on fasse appel aux contribuables. C'est les règles dites du bail-in, du bail-out qui ont été mises en place. Par ailleurs, il y a un fonds de dépôt, il y a des mécanismes de garantie qui ont été faits. C'est bien dans cet état d'esprit. Le cas du système bancaire italien est un peu particulier, puisqu'il y a eu le cas de Monte Paschi et plus récemment de 2 banques, donc
Banque de Vénétie, où l'État italien, d'une manière directe ou indirecte, a dû venir au secours, parce qu'on était aussi dans une situation où les clients bancaires étaient porteurs de dettes subordonnées de banques, et qu'il était très difficile politiquement, socialement, de faire payer ces gens qui étaient en même temps des clients des banques. Ça posait un problème social, mais aussi un problème de fonds de commerce sur ce point. Mais je crois que c'est vraiment une situation un peu spécifique, et je crois que les banques italiennes, après le traitement de Monte Paschi et de Banque di Venezia et d'une autre banque, commencent à être relativement sains. J'ai cru comprendre d'ailleurs dans ce que nous a dit John Conliffe que finalement les banques avaient quand même plus ou moins tiré les conclusions de la crise de 2008 et que le problème, il était plutôt posé aujourd'hui dans une potentielle future crise par ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire finalement une activité financière qui n'est pas faite par une banque. Amundi est directement concerné par cette question. Est-ce que, j'ai bien entendu ce qu'a dit le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, est-ce que finalement les responsabilités qui ont été prises dans le secteur bancaire ne l'ont pas été dans le secteur des fonds d'investissement, par exemple? Est-ce que c'est de là que vient le risque majeur aujourd'hui? Oh, je pense que c'est pour vous. Bon, je continue. Premier point, qu'est-ce que c'est qu'un asset manager? C'est quelqu'un qui gère l'argent des autres. Il gère l'argent d'épargnants individuels, si vous achetez une SICAV, ou de fonds de pension, de caisses de retraite, qui elles-mêmes gèrent pour compte de particuliers. Donc, en théorie, le risque, un asset manager ne porte pas de risque. Il vend des produits avec certaines promesses de rendement, de risque, et le risque est porté par le client. Une fois qu'on a dit ça, je pense que dire qu'il n'y a pas de risque chez les asset managers est une réponse trop courte. En ce sens que dans le cas, et je viendrai dans quel cas peut être très dangereux, où un client verrait la promesse qui lui a été faite de rendement risque non tenue, il peut se retourner contre l'asset manager, en gros pour une sorte, j'allais dire, malfaçon sur le produit. Aujourd'hui, il n'y a pas de régulation, ou très peu de régulation en fonds propres. Le montant des fonds propres qui est demandé aux asset managers est très limité. Je pense qu'il faut évoluer, puisque dans certains cas de figure, et on l'a expérimenté en 2008, l'asset manager doit devenir la contrepartie, par exemple en termes de liquidité sur un certain nombre de fonds. Donc ça veut dire que la régulation doit évoluer sur deux angles. La première, c'est renforcer le contrôle interne, comment un asset manager gère la liquidité fonds par fonds, puisque, comme le gouverneur le disait, un fonds, on peut retirer tous les jours et on investit souvent à long terme. Donc on fait de la transformation, un peu finalement comme les banques. Et donc cette question de la liquidité, surtout dans le contexte actuel, est devenue majeure. Donc gestion de la liquidité fonds par fonds, mais je crois qu'il serait sain que les asset managers aient des contraintes financières, de structures financières, de fonds propres, de ressources à long terme, qui leur permettent de faire face à des chocs importants. Alors, disant ça, je suis très atypique, puisque... Vous allez lancer une demande de régulation dans votre secteur? Si vous voulez, en tous les cas, j'ai structuré l'entreprise Amundi dans sa surface financière avec ce souci-là, et c'est la position que je tiens publiquement. Je la tiens là, je l'ai tenue dans d'autres cercles, et je pense que finalement, j'aurai raison. J'espère avoir raison avant qu'il y ait une crise, parce que ce jour-là, j'aurai vraiment raison. John Conliffe voulait réagir à ce que vous aviez dit. Oui. Couple of points just on the first question about resolution, because my country did put a lot of money into banks and we haven't had it all back yet. So three things. We didn't save the banks because we wanted to save the banks. We saved the banks because we had to save the economy from what would happen if the banks failed. There has been a huge amount of work internationally, in Europe and nationally, to stop that happening again. The first thing is we didn't have the legal powers to be able to resolve the banks. The second was we didn't have the loss absorbency, investors that we could bail in safely to take the losses if the bank failed. And thirdly, these banks were so connected operationally that you couldn't actually let some parts go
without bringing the whole thing down. And there has been an enormous amount of work. Are we at the point now where we have enough bail-in capital, people that we could take the strain to avoid the taxpayer coming under the European timetable that is being built up to 2022, so we're not there yet. Are we in a much better position than we were in 2008? Yes, and I'm responsible for resolution in the Bank of England. I won't comment on the Italian case, except to say if you sell to retail investors bank debt that should take losses in resolution, you should expect some problems. On this question of asset managers and regulation, I think Yves is right. An asset manager is not a bank. A bank, you put your money in, they promise to give you your money back, the exact value. A euro goes in, you expect to get a euro out. If the bank cannot give you a euro out, then the bank collapses and we have a run. In asset management, you invest, you put in the money, you get back the value of your investment. So these two things, the solvency risk, for me, is not there in asset managers, and I don't think it's a question of capital. But there is risk there because they promise to liquidate your assets, many of them every day, and we know that when markets are in stress, that won't be possible, and we can then get a behavioral spiral. So I think more regulation is needed to ensure that if you promise somebody liquidity, you can give them liquidity in a crisis, and that's for the industry as a whole and more for investment funds than perhaps the people who manage them. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des arbitrages entre les secteurs. Si on prend une assurance vie, on peut le faire dans le cadre classique d'assurance, mais on peut aussi le faire dans le cadre synthétique avec un asset manager. Et là, je pense qu'il faut bien regarder que tous les trois secteurs, banque, assurance et asset manager, sont bien réglementés pour vraiment reprendre à ce sujet de liquidité. Parce que ce sujet de liquidité, à mon avis, c'est lié aussi à la question des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on se retrouve dans une phase où les prix d'assets sont tellement augmentés et les taux bas sont tellement difficiles pour la population. Quelle va être la prochaine étape? Où est-ce que les taux se projettent? Et la question est vraiment comment on peut trouver, comme banque centrale, le meilleur chemin entre l'augmentation des taux, mais pas trop vite pour éviter les chocs dans chacun des secteurs. Thomas Buberl, vous êtes inquiet, vous aussi, par le manque de régulation, d'exigence de fonds propres, par exemple, dans votre secteur, y compris celui de l'assurance, comme M. Perrier semble l'être dans celui des fonds d'investissement? Alors, je ne suis pas inquiet sur le fait que les fonds propres ont augmenté, parce que c'était nécessaire, et comme j'ai dit avant, c'était la réponse nécessaire pour la crise. Pour moi, la question est plutôt différente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment lier les défis économiques, les défis sociaux, avec les acteurs des marchés financiers? Aujourd'hui, les marchés financiers sont beaucoup focalisés sur des investissements à court terme très liquides. La partie action, la partie infrastructure, la partie innovation n'est pas assez servie. Et je pense que la réglementation doit trouver une réponse à ce défi. Comment on peut bouger les flux plus vers le secteur actif pour vraiment aider l'économie pour produire de la croissance. Pour moi, ce n'est pas vraiment la question est-ce que les taux sont bas ou élevés. La question est comment est-ce qu'on peut gérer les flux vers le secteur productif. La question des taux d'intérêt, vous le rappeliez, M. Perrier, elle est quand même importante dans la mesure où elle a donné du temps, d'une certaine manière, à tous ceux qui sont endettés pour essayer de résoudre un petit peu les problèmes, sauf qu'on a le sentiment aussi qu'elle a renforcé ce que notre nouveau Premier ministre appelle l'addiction à la dette. C'est une question pour le banquier central, M. Cunliffe. Est-ce que vous avez le sentiment que ce répit qui a été laissé finalement au marché, aux acteurs économiques, ces taux d'intérêt bas, a été utilisé pour résoudre les problèmes où aujourd'hui ce n'est pas le cas? Et en l'occurrence, quand on lit le dernier rapport du FMI de ce mercredi, la réponse c'est ce n'est pas le cas, ce qui est quand même d'un point de vue citoyen est difficilement acceptable. I think if central banks worldwide had not come in with low interest rates and extraordinary monetary policy,
after the crisis, in the years after the crisis and the recovery, we would be looking at a much worse economic picture. And I think in terms of financial stability, we'd be looking at a lot more losses in the banking system. But generally, we would have looked at a much deeper recession. So I think this idea that you can turn the clock back and change the monetary policy, hold everything the same, and have a better condition in debt is a bit extravagant. I think the issue for monetary policy is, can we use macro-prudential financial policy, the sorts of things that I'm responsible for, to deal with problems in the financial sector and to stop these things building up and being vulnerable, to allow monetary policy to do its job of controlling inflation without avoiding variations in demand. I'd say one other thing. In the UK, debt is only now, or lending is only now starting to grow as fast as GDP. I mean, we have in the world a lot of leverage that households have borrowed or whatever, but in the UK we have some hotspots, but overall debt is growing about as fast as the economy. I don't know the figure for France, but I think in the euro area as a whole, that is probably true as well. So it's not as if we are on the start of a huge debt boom, but that's the thing you have to watch out for. Yves Perrier, dans votre secteur, on assiste à ce qui semble être une course au gigantisme. Est-ce que c'est de nature à renforcer le risque systémique pour une éventuelle crise? Je ne crois pas. Il y a un certain mouvement de consolidation auquel l'entreprise que je dirige participe, mais il s'explique pour des raisons très simples. J'ai dit notre métier, c'est de gérer l'argent d'épargnants ou d'investisseurs institutionnels en faisant en sorte qu'ils aient un rendement qui soit supérieur à ce qu'ils auraient s'ils prenaient du taux sans risque, etc. Et on est rémunéré avec une commission sur les encours gérés. Dans un contexte de taux d'intérêt très bas, il y a une pression sur l'ensemble du secteur qui gère l'épargne, qui va des asset managers aux assureurs, aux brokers, etc., pour réduire le montant des commissions de telle façon que, en proportion du rendement pour l'épargnant, elle ne pèse pas un poids important. Ça, c'est la première raison, elle est structurelle. Les taux bas vont pousser à la consolidation du secteur des services financiers en général et de l'asset management en particulier. Deuxième raison, il faut investir. Il faut investir pour être capable d'être sur différents marchés financiers, pour avoir les outils informatiques qui permettent un contrôle, une efficience. Donc, c'est une industrie de talent individuel, mais c'est aussi une industrie comme une autre et qui nécessite des moyens importants et où les économies d'échelle sont très importantes. Donc, ce mouvement, il est rendu nécessaire par l'environnement, par le besoin d'investissement, et je ne pense pas du tout qu'il crée plus de risques. Au contraire, parce que des entreprises de certaines tailles peuvent aussi avoir des moyens de contrôle interne plus solides. On arrive à la fin de ce débat. J'ai une dernière question que je poserai à chacun de nos participants. Thomas Buberl, pour commencer. Si on doit résumer au fond tout ce qu'on vient de se dire, la mesure la plus urgente, selon vous, pour essayer de prévenir cette crise qui semble se dessiner? Pour moi, c'est certainement garder la confiance dans le système, parce qu'on ne peut pas prévenir la prochaine crise et avoir une collaboration entre les politiciens, certainement en Europe, pour vraiment bouger plus. L'intégration des marchés européens me semble le plus important, parce que c'est la confiance qui dirige les marchés ou pas. Monsieur Cunliffe. Most important thing we can do now is to finish the job we started and to complete the reforms. They're not fully completed. They're not fully completed yet, and you already hear from the financial sector and elsewhere that if we carry on like this, we kill growth, etc. So I think as the memory of the crisis fades, the most important thing we can do is to remember the lessons of the crisis
and actually implement the things we said we'd implement. Pour le moins, c'est ce qu'on peut en espérer, effectivement. Monsieur Perrier. Je crois que, je reviens à mon intervention de début, la chose la plus importante, c'est de renouer avec la croissance. Pour deux raisons. La première, parce que c'est la croissance qui permettra de réduire le niveau de dette, non pas forcément en valeur absolue, mais en proportion. Et la deuxième raison, c'est que, au fond, je crois que dans la dernière période, le système financier est devenu assez prévisible, les banques centrales jouent pleinement leur rôle, et que le risque il s'est aussi déplacé, ça a été évoqué, vers le risque social et politique. Il y a 3 mois avant les élections, il y avait une prime de risque sur l'État français et sur les États de la zone euro liée au risque politique en France. Et donc, ce risque social, sur le fond, il vient du problème de l'emploi, du chômage, du déclassement des classes moyennes. Et sans croissance, ce problème ne sera pas réglé. Donc, on sera dans un système fragile. Catherine Iwoszinski pour le Cercle des économistes, une conclusion ? Oui, je peux, à moins qu'il y ait peut-être quelques questions dans la salle. On n'a plus le temps. Donc, ça sera une conclusion de votre d'accord. part. Alors, donc, je vais faire une petite conclusion, je suis désolée. Je dirais que les pertes de richesse qu'engendrent les crises se traduisent souvent par une remise en cause de la contribution de la finance à la croissance et donc éventuellement à la prospérité. Alors, c'est ignorer quand même l'histoire longue qui nous montre bien que la finance est intrinsèquement liée aux grandes découvertes et à la prospérité. Je ne crois pas que Christophe Colomb serait allé bien loin sans le financement de sa flotte. La révolution industrielle ou la révolution technologique n'aurait pas été vraiment révolutionnaire sans financement. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que la finance est vraiment consubstantielle à la prospérité. Mais il en va de la finance comme de tout, presque, même la nourriture, on pourrait dire. Tout excès nuit. Et donc, il faut que les régulateurs veillent à ce que ces excès ne créent pas de crise trop fréquentes ou d'une ampleur trop forte. Alors, je retiendrai des interventions de ce matin que, il faut quand même veiller au financement de l'économie réelle et surtout du secteur productif. 2, il faut éviter que les crises financières se répercutent sur l'économie réelle et que les crises économiques se répercutent sur le secteur financier. Et enfin, 3, il semble s'être substitué à la préoccupation du risque de défaut une préoccupation plus orientée vers le risque de liquidité chez les différents acteurs et de façon différente. Et je crois que là, c'est peut-être dans ce domaine-là que les régulateurs devraient approfondir leur travail. Et la survenance d'une crise dans un horizon rapproché serait d'autant plus problématique que les banques centrales portent encore dans leur bilan les séquelles de la précédente, et qu'elles ont un petit peu moins de résilience qu'il y a 10 ans. Et donc, il est indispensable qu'un excès d'optimisme quant à la solidité du système financier ne se traduise pas par une nouvelle vague de déréglementation. Voilà. Merci à tous.